Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 11 février. Au sommaire ce soir, ce rapport accablant de la Chambre territoriale des comptes. Elle recommande la fermeture de l'EPIC Vanille. Cette structure publique du pays a été créée pour redynamiser la filière, mais elle ne remplit pas ses missions. Pourquoi? Quelle solution pour le pays? Les réponses au début de ce journal. 2 maisons parties en fumée hier soir à Papeete. L'incendie a surpris les habitants en début de soirée. Il n'a pas fait de victimes, mais la tâche était bien complexe pour les sapeurs-pompiers. Vous le verrez. Retour sur ce fait divers dans un instant. La première pierre de l'école de +2 à Punaauia enfin posée. Le gros œuvre débute après plusieurs mois de désamiantage et de déconstruction. Le futur établissement est prometteur. Enfin, connaissez-vous le Dragon Boat? La discipline est pratiquée en Chine du Sud, mais aussi au Fénois, où des compétitions pourraient bientôt voir le jour. On découvre ce sport à la fin de cette édition. Le constat est donc sans appel. L'EPIC Vanille devrait fermer ses portes selon une recommandation de la CTC. Elle dresse un bilan accablant sur la gestion de la structure, une structure qui avait été créée en 2003 pour relancer la filière. Mais 22 ans après, tout est à revoir. Alors qu'en pense le pays? Suivra-t-il les recommandations de la CTC? Les réponses dans ce reportage de Jeanne Tinoroua et Naya Bennett. C'est la seule et unique recommandation de la Chambre territoriale des comptes suite à ces investigations au sein de l'établissement public industriel et commercial Vanille de Tahiti. Dans son rapport de plus de 100 pages rendu public hier, la juridiction financière pointe du doigt les maigres résultats en termes de production et d'exportation de l'or noir de Polynésie depuis sa création en 2003. À l'époque, les exportations dépassaient les 100 tonnes. En 20 ans, l'établissement n'a jamais permis de maintenir ni de retrouver un tel niveau. En 2020, plus de 100 tonnes de vanille mûre étaient attendues, mais seules 40 tonnes ont été produites. Les aides financières du pays ont pourtant été massives. Entre 2019 et 2022, près de 950 millions de francs d'argent public ont été injectés en faveur des exploitations. Déjà informé de la situation délicate de l'établissement, suite à un audit réalisé par l'administration du pays en milieu d'année, le ministre de l'Agriculture compte réagir en faveur d'un redéploiement des missions de l'EPIC Vanille, pas en fermant ses portes. Un redéploiement des missions qui sont actuellement dévolues à l'EVT vers d'autres services, comme par exemple l'assistance technique agricole aux vaniculteurs, une mission qui est réalisée actuellement par la Chambre d'agriculture, la pêche lagonaire. C'est également la formation notamment au brevet de préparateur, qui pourrait être transférée au centre de formation au CFPPA. Ou à des organismes privés, en collaboration justement avec les professionnels. Un établissement public industriel et commercial dédié à toutes les plantes à haute valeur ajoutée, c'est l'objectif à terme visé par le ministre. Donner en fait une autre envergure à cet établissement. Je ne sais pas encore la structure juridique, on en discute avec les membres du conseil, vers lesquels on évoluera, mais avoir une envergure de plantes à haute valeur ajoutée. La vanille est un produit à haute valeur ajoutée. C'est la deuxième épice la plus chère au monde. Nous avons également dans le développement de notre agriculture des plantes à haute valeur ajoutée. Et c'est sur ces plantes-là, sur leur transformation, leur valorisation, leur commercialisation, que je souhaiterais que cet établissement se focalise. Lors d'un séminaire la semaine dernière, 10 des 41 agents de l'EPIC Vanille ont manifesté le souhait de démissionner. Un rapport accablant qui fait réagir les producteurs de vanille, bien sûr, et les réactions sont plutôt partagées. Certains évoquent l'inutilité de l'EPIC, d'autres se disent inquiets d'une potentielle fermeture de cet établissement public. Les réactions recueillies par Jessica Doucet.
Dès la publication du rapport de la Chambre territoriale des comptes recommandant la fermeture de l'EPIC vanille, les réactions ne se sont pas fait attendre du côté des vanilliculteurs. Entre indifférence et appréhension, les avis sont partagés. Je ne veux pas la fermeture de l'EPIC. On avait l'habitude de les solliciter en cas de besoin. Pour moi, ça ne me dit pas grand-chose. Moi, comme c'est là, je travaille avec l'EPIC vanille, je ne vois pas le travail chez moi. C'est moi-même qui fais mon travail. À mon avis, c'est un problème de personnes. Il y a très certainement de la mésentente. Certains producteurs montrent leur inquiétude. Sans l'accompagnement des agents de l'EPIC, qu'en sera-t-il des dispositifs d'aide octroyés au secteur et surtout des différents contrôles instaurés? Depuis qu'il y avait les vols de vanille, tout ça, ils ont mis un règlement. Il faut avoir la carte FAPU pour emmener ta vanille vendre. Et plus de contrôle? Et plus de contrôle aussi. Le truc, il faut contrôler la vanille et voir si c'est dans les règles. Et ça, c'était le travail de l'EPIC vanille? Voilà, ça, c'est ce travail-là. Ils avaient pour habitude de venir contrôler nos serres. C'est vraiment triste. Du coup, on va se tourner vers qui pour nous aider? Si cette recommandation est suivie d'une fermeture effective, les vanilliculteurs espèrent le soutien d'une autre instance. Sur le terrain, leurs attentes restent fortes, maintenir au même niveau une production en constante diminution ces dernières années. Voilà, en bref, maintenant l'hôpital du Taoné a été victime d'une attaque informatique. C'était hier, lundi, en début de soirée. Il s'agirait de nombreuses tentatives de connexion depuis des sites internet extérieurs. Face à la menace, l'hôpital a dû rapidement isoler son système du réseau internet. Des analyses plus poussées sont en cours pour s'assurer qu'aucun logiciel malveillant n'est entré. Stupeur dans le quartier Maman Avy à Papeete. 2 maisons sont parties en fumée hier soir. Si aucune victime n'est à déplorer, on ne connaît toujours pas la cause de l'incendie. Un incendie dans un quartier difficile d'accès qui a compliqué le travail des sapeurs-pompiers. Thomas Chabrol. Une épaisse fumée et des flammes qui se propagent rapidement. Il est un peu plus de 22 heures lorsqu'un jeune homme est réveillé par le crépitement du bois. Son habitation brûle. L'alerte est aussitôt lancée. Les sapeurs-pompiers de Papeete arrivent rapidement dans le quartier Mamao Avy. Les 2 habitants présents sur les lieux sont évacués, sains et saufs. Pour les hommes du feu, la mission est de circonscrire l'incendie et d'éviter que des flammes se propagent sur des maisons voisines, elles aussi faites de bois et de tôle, et vers des entrepôts situés en contrebas. Je connais très bien le quartier, donc la route déjà est étroite. Donc les maisons avoisinantes n'étaient pas loin non plus. Et en contrebas, on a donc cet entrepôt de matériaux. On l'a bien sauvé cet entrepôt parce que j'avais mis des gars qu'il fallait absolument que les flamèches ne puissent pas tomber et créer une autre propagation qui aurait été dramatique peut-être. 14 pompiers ont lutté contre le feu dans la nuit. En 2 heures, le risque de propagation est écarté et l'incendie maîtrisé. Selon les premières constatations, un stockage de bois se trouvait sous l'une des habitations construites sur pilotis. Une intervention risquée entre des câbles électriques à même le sol et des bonbonnes de gaz stockées sur place. Ouais, c'était fou, donc avec les câbles électriques qui pendaient, le DT bien sûr sont arrivés pour couper le secteur. Mais enfin, c'était assez compliqué ce feu. Ce matin, la police scientifique s'est rendue sur les lieux. Dans le cadre de l'enquête, la famille sinistrée a également été entendue par les forces de l'ordre. Un expert incendie sera dépêché sur la zone pour déterminer l'origine du sinistre. Nous vous en parlions hier dans notre édition. Un homme de 30 ans a été jugé sur 2 jours aux assises pour le viol d'une touriste américaine. Les faits se sont déroulés en décembre 2022 à Taravao, alors que la victime cherchait son chemin. L'accusé risquait 15 ans de prison. Il a finalement écopé de 8 ans de réclusion. Nicolas Pérez, bonsoir. Vous avez assisté, suivi cette affaire pour nous aujourd'hui. Vous revenez à peine du tribunal de Papeete. Comment s'est déroulé ce 2e jour de procès?
Alors cette deuxième journée et dernière journée de procès était à l'heure des plaidoiries. Aujourd'hui, donc du coup, notamment dans la matinée, la partie civile en fait, de la victime, les avocats de la victime ont tenté d'expliquer en fait que leur cliente était véritablement victime d'un viol, tandis que la partie de la défense, donc de l'accusé, a souhaité exprimer une problématique en fait d'incompréhension. À la fois l'un qui ne parlait pas anglais et une touriste américaine qui venait de poser le pied en fait sur la presqu'île, à Taravao exactement, qui ne pouvait pas non plus elle se faire comprendre en fait vis-à-vis de l'accusé. Donc les deux parties en fait se sont renvoyées la balle durant toute la journée. Je vous passe bien sûr les détails assez éprouvants pour la victime qui sont allés vraiment très profondément dans les détails, et ce qui a auguré en fait à un moment donné la façon de voir les choses, notamment de la partie de la défense. Donc ce sont des réactions qui ont été très étonnantes en fait de la part d'un accusé qui était resté très silencieux durant toute l'audience, qui regardait le sol durant toute la matinée, voire toute la journée, et une partie civile qui était très agressive, ou en tout cas qui essayait d'exprimer en fait l'angoisse de leur cliente. Une cliente qui aujourd'hui est reconnue comme victime. Et c'était ça aussi l'essentiel de la partie civile, c'est que leur cliente puisse être reconnue comme victime, car elle-même avait souhaité en fait que cette journée d'assises soit rendue publique, et donc qu'il n'y ait pas de huis clos, chose quand même assez exceptionnelle dans ce genre d'affaires. D'ailleurs, je vous propose d'écouter à l'instant à la fois la défense avec Maître Eirignou, excusez-moi, et Maître Elek par la suite, l'avocat de la victime. La plus grande victoire pour elle, c'est d'avoir été déclarée en tant que victime, qu'on l'ait reconnue en tant que victime. On lui a dit « tu es une victime » et effectivement, oui, il t'a violée. On est très content parce qu'il a été déclaré coupable et qu'il va aller en prison. Et j'ai envie de vous dire, c'est quand même une victoire pour la société parce que ça fait un violeur de moins dans les rues. Et donc du coup, ne serait-ce que par ce jugement, la Polynésie se trouve beaucoup plus sécurisée. Il portera sa peine, comme on dit en Polynésie, et je pense que c'est quelqu'un qui la portera et qui, je crois, profitera de cette détention finalement pour poursuivre la thérapie qu'il avait engagée. Et je pense aussi que quelque part, sa voix a été aussi entendue parce que c'était quand même pas un dossier simple. Je salue ce geste. Quand j'ai indiqué dans ma plaidoirie que ça n'était pas commun, c'est vrai que c'est pas commun. Reproduire, reparler de tout ce qu'elle a commis, oui, je pense que c'est du courage. Mais c'est une femme très courageuse. Mais c'est aussi quelqu'un, en s'agissant de mon client, qui lui a présenté des excuses et je pense que c'est important aussi. Et fait rare, Nicolas, vous l'avez précisé plus tôt, la victime a tenu à faire le déplacement en Polynésie. Elle a également souhaité un procès public. Oui, tout à fait, en fait. C'est, comme je vous le disais, un fait rare, notamment dans ce genre d'affaires de viol. Alors en général, c'est parce que ce sont souvent des viols sur mineurs, donc le huis clos est recommandé, et souvent les victimes, je tiens à rappeler quand même aujourd'hui que seuls 10% des femmes violées portent plainte, osent aller réclamer justice, et donc c'est aujourd'hui un fait suffisamment rare que la victime a souhaité mettre en exergue, mettre au vu du public en fait ce genre d'affaires. Ça fait écho en fait, bien évidemment, à toutes les affaires que l'on voit à l'international, notamment sous le hashtag MeToo, où les victimes aujourd'hui osent parler. Elles osent tellement parler que aujourd'hui cette victime qui a souhaité parler à visage couvert, sous anonymat, a souhaité expliquer en fait son ressenti et la cause pour laquelle en fait elle a souhaité que ce procès soit public. On va l'écouter. C'est difficile de mettre un chiffre à la chose parce que ce que j'ai vécu et ensuite de dire ok, combien d'années cela mérite-t-il, c'est très compliqué de pouvoir le faire. Je ne saurais pas le faire moi-même. Je pense que c'était vraiment important, oui, pour qu'en tant que victime, qu'on ne se sente pas coupable et qu'on n'ait pas honte. Et donc que la justice puisse être rendue, c'est important. Et que toutes les personnes qui ont vécu la même chose puissent un jour se dire qu'elles n'ont pas à avoir honte.
Voilà, et je l'ai dit plus tôt, Nicolas, l'accusé a été condamné donc à 8 ans de réclusion criminelle. Est-ce que l'affaire va s'arrêter là, finalement ? Alors, c'est 8 ans à prendre, entre guillemets, parce que l'accusé, en fait, en tout cas aujourd'hui, est condamné, ne fera que 5 ans et demi derrière les barreaux, car il a déjà passé 2 ans et demi sous bracelet électronique et également 5 mois en détention provisoire au début de l'affaire. Donc, cette peine, en fait, aujourd'hui, il va la passer à Noutagna, théoriquement, mais seulement de 5 ans et demi. Alors, non, je dirais, car aujourd'hui, la partie civile, donc les avocats de la victime, souhaitent que l'avocat général puisse faire appel de cette décision. Et dans un second temps, et là beaucoup plus proche, les indemnités aussi, en fait, n'ont pas été déterminées, car la victime n'a pas pu encore donner l'ensemble des pièces pour estimer les dommages et intérêts qu'il pourrait avoir. Et ça devrait être traduit, ou en tout cas jugé d'ici la fin de la semaine. Merci voilà, beaucoup, Sophie. Nicolas. Merci. Pérez d'être intervenu ce soir sur le plateau de TNTV et retrouver demain un article complet sur cette affaire sur notre site TNTV News. Après plusieurs années, c'était le top départ ce matin pour la reconstruction de l'école 2+2 à Punaauia. La première pierre du futur établissement a été posée ce matin. Le gros œuvre peut donc enfin démarrer. La nouvelle école, elle, promet d'offrir aux futures générations des conditions d'enseignement optimales. Mereteato. Une première pierre qui marque un nouveau départ pour la plus vieille école de Punaauia. Une symbolique qui rassure le maire de la commune. Je suis heureux aujourd'hui avec tout le conseil municipal, mais je pense surtout avec tous les enfants, les parents, tout le monde, qu'aujourd'hui on ait pu mettre la première pierre. À cette cérémonie, chaque officiel présent et 6 représentants d'élèves ont déposé à l'intérieur de la jarre un objet qui leur tenait à cœur. Je dépose un rouleau de la classe de CE1, CE2 Maoloa. Quant au ministre de l'Éducation, il dépose un poreho, le coquillage cypraea, le bonnet d'âne polynésien. Voilà, symbolise la politique d'assimilation de la puissance dominante coloniale, tout simplement. Et donc, mais ici, le message, c'est dire à nos enfants, montrer qu'ils ont une histoire. Nous avons notre histoire, notre culture nord-polynésienne. L'école 2+2 égale 4 sera une école moderne et écologique, construite selon les dernières normes de qualité environnementale du bâtiment, pour offrir des conditions optimales et idéales aux futures générations. C'est l'un des objectifs du maire, mais pas seulement. L'école pourra très bien aussi servir à des activités hors tiers-temps, pour pouvoir faire bénéficier un maximum de ce bel outil que nous réalisons aujourd'hui. Les travaux assureront une livraison à la rentrée de 2026 avec 12 salles de classe, une bibliothèque, une salle de ressources, 4 préaux, une cantine et des espaces de jeu avec matériel sportif intégré. Au total, 38 établissements scolaires du Fénois sont sur la liste des bâtiments à reconstruire durant les prochaines années, un budget conséquent de 5,3 milliards de francs pacifiques. Et le coût du projet de reconstruction de l'école 2+2 s'élève à plus d'1 milliard de francs, financé par le Fonds intercommunal de péréquation, fonds qui permettra également la réfection des 38 autres établissements scolaires. Le maire de Punaauia que nous avons également interrogé sur l'interdiction de baignade dans la commune. Elle est effective depuis hier. En effet, une nouvelle casse sur l'émissaire des eaux usées a de nouveau été constatée à Taapuna. Voyez ce reportage, interview signée Mereteato. La baignade et toute activité nautique sont de nouveau interdites à Punaauia dans la zone allant de l'hôtel Temoana au parc Vaipopo. En cause, une nouvelle casse sur l'émissaire des eaux usées de la société Veitama. Comme on le craignait, donc l'état de vétusté de l'émissaire, qui est géré par la SEM Assainissement, a encore été abîmé. Ce qui me fait dire qu'il est vraiment urgent, il était temps effectivement qu'on change complètement cet émissaire. Et c'est prévu depuis quelques temps, mais donc les travaux, on espère, vont démarrer très très rapidement. Pas de date pour le début des travaux, mais le maire de Punaauia espère qu'ils seront achevés avant le mois de mai. En effet, la commune aspire à accueillir une étape du Tour mondial de surf à Taapuna.
Il est impensable de tenir et d'accueillir un pareil événement si on n'arrive pas à réguler ce problème. Mais voilà, je fais confiance donc aux entreprises qui œuvrent sur ce problème de faire en sorte que à la fois cet émissaire soit sécurisé et qu'en même temps on puisse accueillir cette épreuve qui nous tient à cœur. Le nouvel émissaire sera financé par le pays à hauteur d'1,8 milliard de francs. En attendant, la baignade à Puna Aouya devrait à nouveau être autorisée d'ici ce week-end. C'est un site unique, cher à la communauté chinoise du Fénois. Le cimetière du chemin du repos éternel est saturé avec 8000 tombes. Il peine à répondre aux demandes. Pour pallier ce problème, l'association Sinitong, gestionnaire de la structure, se mobilise sur plusieurs projets d'envergure. Laure Philibert, Matayhorei. Il accueille les membres de la communauté chinoise décédés en Polynésie depuis la fin du 19e siècle. Le chemin du repos éternel est le seul cimetière privé du Fénois. Au fil du temps, le terrain offert par le prince Inouye s'est agrandi, mais aujourd'hui, l'espace vient à manquer. C'est vrai que notre cimetière chinois est arrivé à saturation parce qu'on a beaucoup de demandes. Et nous sommes limités. Depuis quelques années, là, on ne peut plus se permettre de construire des tombes individuelles. Donc, on est un peu dans l'obligation de faire des caveaux familiaux de 6 personnes, 9 personnes. Ce qui se passe, beaucoup de familles, depuis 5-6 ans, cassent les vieilles tombes individuelles de leurs grands-parents pour en faire un caveau familial parce que sinon, il n'y a vraiment plus de place du tout, quoi. Avec plus de 400 000 francs de frais d'entretien mensuels, sans compter le gardiennage, l'association Sinitong, gestionnaire, doit lever des fonds pour mener à bien ses projets. Elle envisage de commercialiser des caveaux vendus sur plan. Pour le moment, je pense que la construction des 100 caveaux, c'est pas mal. Hein? C'est pas mal. Mais comme des HLM. Donc ils achèteront sur plan et puis donc, on va satisfaire quand même 100 familles. Là. Le projet du crématorium, c'est un projet qui serait très très intéressant. Donc ce serait l'idéal. Depuis ça fait 10 ans que nous, au niveau du Sinitong, on se penche là-dessus. Mais on se heurte encore aux enquêtes commodo-incommodo, dont le voisinage ne serait pas très favorable. Et pourtant, quand je vois à Hawaï, à Honolulu, ils ont plus de 10 crématoriums qui fonctionnent du matin au soir, enfin, jusqu'aux heures ouvrées, quoi. Il n'y a pas d'odeur, c'est propre. Là, vous allez à downtown Honolulu, il y a des crématoriums. Il y a pratiquement à chaque cimetière, il y a un crématorium. Un autre lieu d'accueil pour les défunts pourrait voir le jour à Tevayuta. Quant à la partie basse du site, elle pourrait faire l'objet d'un classement comme monument historique. Et décidément, l'association Sinitong est sur tous les fronts. Elle ambitionne également de mettre en place une compétition de Dragon Boat, une discipline très ancienne pratiquée en Chine du Sud. Objectif, relancer ce sport au Fénois et ainsi faciliter le projet d'inscription du VAA aux Jeux Olympiques. Explication avec Vaitiare Nauta et Tauhiti Tauniwamusan. C'est à Londres, lors des 10e championnats européens de Dragon Boat, que l'équipe de Tahiti Nui avait montré sa puissance. 13 ans plus tard, Tauhiti Nena s'en souvient encore. On a battu toutes les équipes présentes, comme la Russie, comme l'Allemagne, comme la Tchécoslovaquie, la France également, et d'autres pays. Que chez les hommes, on n'avait amené que les équipes hommes. Et on avait amené quand même les meilleurs rameurs également. Hein. Donc je me suis entouré bien sûr d'une grosse équipe. Il y avait Gordonba, il y avait Philippe Bernardino, il y avait Rodo Bernardino, il y avait Karil Maoni, il y avait Steve Teixeira, Manu Owen. Et ensemble, on a monté une sélection des meilleurs rameurs. Et ce qui fait qu'en 2 jours de préparation, j'étais déjà bien sûr prêt grâce au VAA. Et lorsqu'on a participé au championnat d'Europe, on a explosé. Si le Dragon Boat est pratiqué pendant la fête du Tsong, le comité organisateur de ces démonstrations voudrait aussi pouvoir organiser une compétition officielle. Il faut obtenir une délégation de service public. À terme, l'objectif est de promouvoir cette discipline dans l'espoir qu'elle intègre un jour les Jeux Olympiques. Car le Dragon Boat, plus répandu que le VAA dans le monde, a plus de chances de devenir une discipline olympique. L'objectif était de promouvoir le VAA. Vous savez, pour qu'on revienne une discipline olympique, une discipline sportive aux Jeux olympiques, il faut qu'il y ait au moins 60 pays
il faut qu'il y ait une soixantaine de pays qui pratiquent. Aujourd'hui, à la Fédération internationale de VAR, si vous regardez bien les pays qui sont membres du CIO qui participent, il y a une vingtaine, ou peut-être un peu moins. Je prends l'exemple Wallis, la Nouvelle-Calédonie, France et Tahiti, c'est un pays au niveau du CIO. Vous allez regarder les pays qui sont membres de la Fédération internationale, il n'y a qu'une vingtaine. Alors que le Dragon Boat, c'est plus d'une centaine de pays qui participent. En attendant, une démonstration de Dragon Boat devrait se tenir au mois de mai dans le lagon de Paoufei. Et c'est ainsi que se termine ce journal à voir sur TNTV juste après Ciné Nui avec Ramzi Malouki, suivi de l'émission Afatura Mei. Enfin, le film de ce mardi, Le Témoin amoureux. Très très belle soirée à tous, à bientôt. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.